et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro en direct sur Twitch. Lendemain de défaite, lendemain de roost, lendemain de tarif maison, ça devient habituel. L'OGC Nice a perdu hier soir 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Un match, on va dire, à double visage. Une première mi-temps plutôt intéressante, marquée par un fait de jeu sur lequel nous allons revenir, qui a quelque peu influencé grandement l'issue de la rencontre. Voilà, un PSG ensuite qui a déroulé après l'exclusion de Youssouf N'Deye. On va revenir également sur l'actualité autour du club, la sortie dans la presse de Florent Maurice dans l'équipe de vendredi, il me semble. Voilà, la symbolique autour du match, l'hommage pour Dante, l'hommage également pour Darius Vitanic. Pas mal de choses à voir ensemble autour de cette période. Pas évidente, franchement, en tant que supporter de l'OGC Nice à titre personnel. J'ai plus d'émotion en fait, victoire, défaite, je suis je ne sais même plus si mon pouls bat très clairement. Je salue Turam06 qui est sur le Twitch, le chat Twitch pardon, et je salue également mes chroniqueurs du jour. Un retour, il est frais comme un gardon, c'est Matt que je salue. Comment vas-tu mon cher Matt? Je suis à peu près dans le même état que le gym en ce moment, c'est-à-dire au bout du rouleau sur les rotules. Et écoute, en tout cas, c'est bien, le gym me met du baume au cœur, pas en me procurant de la joie, mais en me disant que je suis pas le seul à être dans un état lamentable. Voilà. C'est un peu le Kyle Boudache de cette saison, c'est-à-dire que dans la morosité ambiante, il sort quand même son épingle du jeu, voilà, et puis progressivement il enchaîne les titularisations. C'est Alex. Comment ça va Alex? Salut les gars, ça va bien, mieux que le gym, comme l'a dit Matt. Période compliquée, morale footballistique à zéro, mais c'est bien, on est ensemble et on va pouvoir encore débriefer tout ça. Une émission thérapie, on réemploie des termes illustres dans la communauté de l'OGC Nice, mais là honnêtement c'est le cas de le dire. Dans un premier temps, on va prendre les choses chronologiquement. Sortie de Florent Maurice dans les colonnes de l'équipe, qui a été questionné sur la saison, son ressenti suite aux incidents après le match de Lorient. Deux éléments qui me semblent pertinents de soulever. Déjà sur Eli Wahi. Messieurs, Romain en avait parlé ici dans cette émission il y a quelques semaines, où Maurice dit un souhait de continuer avec lui. Ce sont des discussions qu'il faudra avoir en fin de saison. L'objectif, c'est de se sauver rapidement. Matt, si le gym reste en Ligue 1, est-ce que tu re-signes une saison en prêt avec Eli Wahi? Et ben, je devrais même pas avoir besoin de répondre à cette question. Oui, évidemment, je re-signe avec Eli Wahi. C'est certainement l'un des mecs les plus investis sur le terrain pour nous sauver en cette fin de saison. Donc, ouais, je repars avec lui. Et de toute façon, c'est pas comme si on avait une meilleure alternative devant sur le terrain. Donc oui, et ce serait avec grand plaisir même. Et alors, si je peux me permettre, on retrouve un peu l'ADN, voilà, du mercato GC Nice, de relancer des cadavres, tu vois, des mecs qui sont au placard complet. On l'avait déjà fait par le passé. Et comme quoi, quand on retourne, quand on ne trahit pas son ADN, finalement, ça nous sourit. Alex? Ouais, tous les jours, évidemment. Après, c'est ou lui ou le danseur de Zumba devant, donc effectivement, je garde Eli Wahi tous les jours. Après, tout va dépendre de la division dans laquelle tu joues l'année prochaine, déjà pour commencer. Deuxièmement, là, en termes d'implication, lui, on l'avait pas vu venir, mais pour le coup, comme l'a dit Matt, il y a strictement rien à redire. C'est surprenant qu'il devienne un des cadres et sur le terrain et en dehors aussi rapidement. Quand on sait le tableau qu'on avait dressé de lui, c'est surprenant. Donc oui, je garde tous les jours sportivement. Bon, c'est au-dessus de ce que tu as sans aucune discussion possible. Je pense que les deux cancers, là, Mofi Boga, on va plus les voir chez nous, et tant mieux. Le danseur de Zumba, c'est très compliqué, donc évidemment, je garde Wai matin, midi et soir. Ouais. En plus de ça, il y a eu un retour qui a été plus rapide que prévu, suite
à son retour dans le groupe la semaine passée contre Angers. Donc il y a une certaine détermination aussi du joueur, voilà, de faire en sorte déjà de se relancer sportivement, mais également d'apporter au collectif du gym. C'est Klaus également qui en parlait, je crois que c'était chez Ici Azur, que voilà, il était très satisfait d'avoir Wai dans l'équipe et qui même, on va dire humainement parlant, il y avait quand même des échos plutôt positifs du joueur au sein du groupe. Deuxième Très bien. partie assez intéressante, hein. Là vraiment sortez les popcorn, hein, messieurs dames. Lorsqu'on le questionne sur Kevin Carlos, alors il dit la chose suivante, je cite: quand je vais sur les données, je vois un mec de 23-24 ans qui touche beaucoup de ballons dans la surface avec balle. Il marque 13 fois la saison passée, dont aucun penalty, pour 13,1 expected goals. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas surperformé. Il a une vitesse maximale enregistrée à 33 km/h, beaucoup de courses à haute intensité, je me dis que ça se regarde. Ouais, mais du Ben, coup, est-ce vas-y, qu'il l'a vas-y, Max. regardé? Moi, juste Est-ce pour qu'il a rebondir sur la regardé? fin C'est de une la... bonne question. Est-ce Est-ce qu'il qu'il l'a a vu regardé? ces matchs? Bah, parce que on dirait pas qu'il a fait du scouting vidéo, on dirait pas qu'il a regardé des extraits du joueur, parce que moi, j'ai quand même le souvenir d'une compilation de Kevin Carlos qui sort au moment de la rumeur, au moment où le signe, je sais plus, qui est un peu tétanisante. Je sais pas si vous vous en rappelez, on voit ses buts, on se demande, mais pourquoi on prend ce type? Parce que c'est Mofi en moins bien. Et le Mofi, pas le Mofi qu'on recrute à 30 millions, hein, le Mofi qu'on avait récupéré. Honnêtement, moi, je trouve ça très alarmant comme interview Non, mais c'est sur les méthodes de catastrophique. recrutement. C'est catastrophique, c'est assumé entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, tout est basé sur la data. Et quiconque est allé régulièrement au stade se rend compte des déplacements du joueur. Alors, le manque de confiance, ben forcément, ça a pu faire que grandir depuis le début de saison parce qu'il marque pas de but, parce qu'il est décrié. Et encore, je trouve, malgré tout, j'ai connu des joueurs qui avaient moins de clémence que lui, qui jouent beaucoup, hein, parce que il enchaîne ou titularisation ou rentrée à la 60e. Il joue quasiment tous les matchs. Il a totalement perdu confiance. Et enfin, quand tu le vois jouer, au-delà des datas, il faut comprendre que les datas soient une accroche initiale, pas de problème, tu as des rapports, tu dis OK. Mais par contre, tu le regardes 2, 3, 4 fois jouer, à quel moment tu le signes jusqu'en 2030? À quel moment? C'est un plot. Là où il pourrait jouer en pivot, dos au but, et que les mecs s'appuient sur lui et que tu aies des flèches qui partent sur les côtés, il n'y a rien en remise, il n'y a rien, il est lent, il est emprunté, je le trouve pas bon devant le but, pas droit dans la surface, enfin là pour le coup il n'y a rien pour lui, mais on peut même pas lui en tenir rigueur. C'est incroyable d'avoir signé ce mec-là jusqu'en 2030, c'est incroyable. Il Sans a, autre. il a pas eu aussi la petite réussite aussi sur certaines actions. J'ai en tête un match d'Europa League en début d'année où il a bon nombre d'occasions. Je crois que c'est contre Go Ahead Eagles. Là, il met une tête, je crois que c'est contre Rennes. Il lui manque aussi voilà, ce petit déclic. Mais je suis totalement d'accord avec vous, messieurs, et j'accentuerai sur deux choses. Sur la compilation vidéo dont tu parles, Matt, on voit que c'est un attaquant de surface. C'est-à-dire que c'est pas un gars autosuffisant qui va tenir l'attaque entre guillemets à lui tout seul, un peu comme le faisait Guessant, dos au jeu, à venir percuter, à venir se créer des occasions tout seul. C'est quelqu'un qui a besoin d'être alimenté. Voilà. Dans un championnat suisse qui n'a pas le même niveau que celui de la France, dans le style de jeu en plus qui était celui de Francaise, c'est une hérésie. Deuxième chose, souvenez-vous que juste avant, on était sur Sinayoko, qui n'a aucun rapport avec le profil de Kevin Carlos. Et donc, Rien à voir. moi je trouve que la justification, les datas, pourquoi pas, mais là, on lui a transmis le rapport. On a vu que financièrement, ça pouvait peut-être le faire parce qu'il y avait peut-être 5-6 millions à mettre. Et puis, c'est lunaire. C'est lunaire. Tu sais comment il va se défendre? Il va te dire j'ai eu les rapports et derrière évidemment qu'on a supervisé. Ok, très bien. Quiconque le voit jouer, ou alors vraiment, on est 20 000 à chaque match à se tromper, ça c'est l'option 1. Ou alors vous l'avez pas regardé jouer, ou c'est même pas un panic buy parce que de souvenir, tu l'achètes pas au dernier moment. Non. C'est pas un truc que tu fais juste avant la fin de la clôture du mercato. Tu le fais, je crois, plusieurs semaines avant. Il fait ta prépa avec toi.
C'est très surprenant. Puis à quel moment on prend des joueurs de foot, en fait? C'est bien la data, c'est bien parce que ça te permet de cibler des profils. Mais à quel moment on prend des joueurs de foot qui ont une sensibilité, un QI foot un peu intelligent, plutôt que des mecs qui auraient des stats. Alors, factuellement, quand tu prends ces stats, ouais, tu te dis le mec a planté 2 fois, enfin 30 fois en 2 saisons en Suisse. Alors en Suisse, c'est grand boulevard, hein. Euh, Tu peux regarder, mais enfin, dès que tu l'as vu jouer, stop et fin, merci messieurs, et à bientôt. Bonne saison à Yverdon, hein, ou à Bâle. Matt? Moi, j'ai quelque chose qui vraiment me dérange avec ce que nous raconte Florian Maurice, comment on a recruté ce joueur. C'est le fait qu'on est la cellule de recrutement la plus dense de France. Il y avait des articles qui étaient sortis sur ça, disant que oui, on avait vachement structuré la cellule de recrutement. C'est pas une surprise qu'on devait recruter au poste d'attaquant. On savait qu'on allait recevoir des offres pour Guessant. On savait que Laborde, vu son salaire, vu le prix où on l'avait recruté, il fallait qu'on lui trouve une porte de sortie et que donc on pouvait pas faire toute la saison avec uniquement Mofi devant. En plus de quoi, Florent Maurice nous dit oui, on cherchait une doublure. Ok, ou un remplaçant, je sais pas comment il l'appelait. On a quand même l'impression qu'avec Kevin Carlos, ils ont découvert le joueur début juillet. Ils l'ont découvert là quelques semaines avant le recrutement et qui se sont un peu précipités. Ils ont vu les stats, ils ont dit ok, ça colle, ça a l'air d'être une bonne pioche. Le mec est dispo pour partir parce que de toute façon il est au placard à Bâle. Et donc on l'a recruté comme ça. Et pour un club qui est censé avoir une grosse structure de recrutement, de scouting et compagnie, moi honnêtement ça me dérange. Ça flirte avec le manque de professionnalisme, ce genre de méthode. Vraiment, c'est à se demander s'il n'y a pas du détournement d'argent, du pantouflage, je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils foutent au club, les mecs? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont 200 en recrutement et on recrute un mec comme ça au pied levé sans vraiment savoir ce qu'il va nous apporter. Quand le coach le découvre, il sait même pas à quel joueur s'attendre. Bon, le coach est plus là aujourd'hui, mais on s'en fout à la limite. Mais moi, honnêtement, je trouve que c'est très très inquiétant sur le fonctionnement interne du club, honnêtement. Après, si tu permets, Pancho, là, sur ce point-là précis, Matt n'a pas tort. La genèse de l'histoire, c'est quand même celui qui fait le rapport principal sur ce recrutement. Là, c'est le fils du coach, c'est Maël Hez. Il faut savoir aussi que tu as tout un tas de gens historiques profondément attachés au club. Alors, il y a dans d'autres sphères aussi, mais là, on parle du sportif, qui se sont fait dégager comme des malpropres. Tu as fait appel à des mecs de l'extérieur qui t'apprennent la vie, qui t'expliquent comment travailler. Euh, Tu te demandes s'il y a des intérêts connexes. Et je constate aussi, pour la petite histoire, au-delà du sportif, que Maurice a accès très régulièrement sur des profils physiques. Voilà, on s'exonère des joueurs de foot. Le seul joueur de foot que tu as un peu créatif cette année, il vient de chez toi et Hez l'a même pas regardé. J'ai nommé Kaïs Boudache, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on l'a tous entendu en conférence de presse, c'était tous des super mecs. On nous a tous présenté ces mecs-là comme des super mecs. Ah, en état d'esprit, toutes les conférences de Florian Maurice, on avait ah non mais c'est un super mec. Donc déjà, moi je m'en carre d'avoir des super mecs, hein, je veux juste des mecs C'est pas une qui compétence. bossent ensemble. Voilà. Je m'en carre complètement. Et puis alors pour le résultat final, super mec, vraiment sacrée saison avec des comportements des cadres qui tirent tout le monde vers le haut. Vraiment, ça se tire pas dans les pattes, bonne ambiance et tout, vraiment bien. Très très bien. Que des super mecs. Tout est bon. Le sportif, le choix de l'humain, on se régale. Bon, du coup, ça pose quand même question. Je vous invite en tout cas à aller lire l'article et à vous faire votre avis. C'est vrai qu'on a abordé des cas qui ont fait un peu réagir et c'est normal. Maintenant, voilà, ça pose quand même question, surtout lorsqu'on voit le rendement de Kevin Carlos. Alors, c'est pas, semblerait-il, un joueur qui triche, hein, parce qu'il se la donne, honnêtement, sur le terrain. Il court, mais c'est extrêmement limité et ça ne vaut pas, on va dire, le prix, la durée du contrat et tout ce qui a été mis pour le joueur. Ce match, messieurs, on va tout doucement y aller. Il y avait des symboliques très fortes, hein, comme je le disais un peu en introduction, autour déjà de cet hommage pour Dante qui vit sa dernière saison ô combien compliquée sportivement pour lui et pour l'équipe, avec une grande bâche déployée sur la pelouse à l'entrée des joueurs. Dante a joué son 325e match avec l'OGC Nice hier.
Et il y a eu également un autre ancien illustre joueur du gym qui a été honoré, il s'agit plutôt de Darius Vitanic, qui a reçu le trophée d'Aiglon d'Or remis par la Pop pour les 40 ans du groupe. Euh, Messieurs, en fait, tout était, encore une fois, j'ai envie de dire, il y avait des ingrédients pour une belle soirée de football. Et un peu comme les 40 ans de la Pop lors de Nice-Marseille, bon ben, pchit quoi, on a l'impression que, pas qu'on n'a pas le droit d'être heureux, mais quelque part, à quoi ça sert finalement de faire tout ça si sur le terrain, t'es absolument abominable. Dante le méritait, bien sûr, Dario le méritait, mais est-ce que vraiment, comment dire, c'est important de le faire, mais quelque part, est-ce qu'on a vraiment profité de ce moment lorsqu'on a vu le résultat sur la pelouse? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement de ça, messieurs? Bah, tu profites de rien. Cette saison, tu profites de rien. Tu as la peur au ventre tout le temps. Là, ça commence vraiment à devenir compliqué en termes de résultats, en termes de jeu, en termes de plaisir aussi, parce que c'est une notion qui est quand même importante pour les supporters lambda que nous sommes. Ce club est désespérant, comme tu disais, Pancho, en entrée, ben, on s'y désintéresse. Alors oui, et l'émission qu'on fait est en train de nous prouver le contraire, mais on prend tous un peu de recul là-dessus. Après, ils essayent de bien bosser pour créer de l'événement à côté, mais bon, on t'a pas encore pris tarif maison, le match d'hier. On y reviendra après. C'est même pas une désillusion parce que Paris joue sur trois doigts de pied, donc on y reviendra après. Mais c'est dommage, oui, parce que chaque fête cette saison, tu prends une fessée, tu as pris une fessée contre Marseille chez toi. Hier, tu reprends encore une fessée. Le calendrier à venir, il est compliqué. Il y a rien qui va dans cette année. Il y a un espoir en Coupe de France. Malgré tout, le grand paradoxe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est que tu peux en faire une saison au sens littéral du terme historique parce que malgré tout, tu es quand même dans les clous pour essayer enfin de gagner quelque chose, même si on a pour habitude de jamais gagner un seul tournant dans notre histoire récente. Et quand je parle de récente, c'est les 28 dernières années. Tout le monde est désabusé. Je sais pas ce qu'en pense Matt, mais bon, voilà. Tu as encore pris une fessée hier soir. Tarif maison. Ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal là, avec un peu là ce Fiesta Circus à l'Alliance Riviera. Euh, Quand tu fais des belles saisons, que tu crées une belle dynamique et tout, ok, je comprends. Tu joues le haut de tableau, il y a une émulation autour du club, et ça a été le cas avec l'arrivée au stade. On sort d'une très belle saison avec Puel. Ensuite de ça, il y a l'ère des Chinois où on fait des bons résultats. On avait envie de créer quelque chose, un peu de travailler sur le mythe OGC Nice. Là, honnêtement, on est en train de travailler sur un mythe à la merde, hein, si vous me permettez l'expression, parce que on célèbre notre capitaine Dante, un mec légendaire qui a fait 10 ans au club, 10 ans, on n'a jamais eu des moyens pareils, et je pense qu'on n'a jamais été aussi triste que sous les 10 ans d'Ineos, là, à peu près. Et honnêtement, moi, je me souviens de l'époque du Ré, on arrivait à créer un engouement, on arrivait à créer une ferveur, sans faire la fiesta, sans faire ce show et tout. Et moi, honnêtement, ça commence à me gaver un peu les célébrations quand on sait que derrière, l'équipe, elle va être pas au rendez-vous, même si je trouve que c'est dur de dire ça de l'équipe après la prestation, vu tous les événements qui ont eu lieu autour de ce match. 28 000 personnes dans un stade de Nice. À une époque, on nous aurait dit ça, on s'attendait à une ambiance tellement hostile, quelque chose de tellement fou, tellement bouillant, tellement furieux. J'ai pas eu ce sentiment hier au stade, honnêtement, et en particulier avec le scénario du match. Alors, je sais qu'il s'est passé aussi des choses dans les coursives, mais avec ce qui s'est passé sur le terrain à une époque, l'arbitre, il aurait fait des acouphènes avant la fin du match. Et honnêtement, je trouve qu'on perd le club perd de sa substance en fait. Voilà, on célèbre de la médiocrité, dans de la médiocrité, et ça commence à me saouler un peu. Ouais, voilà un peu mon avis sur ces fêtes. Et honnêtement, alors je sais pas si Pancho, tu vas pas souvent au stade, mais l'ambiance stade, l'expérience stade, avec leurs haut-parleurs qui te hurlent dans la gueule pendant tout l'avant-match et tout. Moi, honnêtement, je passe pas des bons moments quand je vais au stade, en particulier quand on prend des gifles à la maison. Euh,
le goal average, c'était -4 contre Marseille, -4 contre Rennes, -4 contre Paris. Honnêtement, cette saison au stade, elle est désespérante et on a hâte qu'elle se termine, hein, tout simplement. On ne remet pas en cause, je pense, vous avez compris le propos, hein, le fait de faire un hommage pour Dante, le fait de remettre un trophée à Darius Vitanic, c'est des joueurs qui le méritent, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais déjà, attendre Nice-Paris Saint-Germain, moi ce qui m'a gêné, c'est toute la communication autour de ça, c'est-à-dire que voilà, ça relayait sur les réseaux, même des médias brésiliens, etc. Quel était finalement l'intérêt de tout ça? Est-ce que c'était vraiment de remercier Dante pour ses 10 ans passés au club ou est-ce que c'était pour faire rayonner la marque OGC Nice, regarder comment on fait pour remercier et puis voilà, accompagner le départ à la retraite de Dante alors que t'es totalement misérable en dehors. Il y a un décalage, voilà, et Fiesta Circus, je trouve que c'est assez cohérent sur ce que tu dis là, Matt. Euh, bon, Ouais, juste histoire de pas me faire défoncer, Pancho. Et j'adore, hein, qu'on fasse des hommages, en particulier pour Dario, que j'ai adoré. Mais moi, pour moi, ça détourne en fait l'intérêt principal de cette rencontre, qui aurait dû être avant tout sportif. Et on a l'impression qu'en fait, là, on a profité du fait qu'il y a un intérêt sportif, que le stade soit plein, voilà, pour faire le cirque qu'on a vu. Et honnêtement, ça me peine. Ça me peine. Après, oui, c'est des joueurs qui méritent des hommages devant des stades pleins, mais l'hommage pour Dante, ça devrait être pour son dernier match. ouais, Pourquoi son dernier match mais contre Paris? C'est pas comme si bizarre, c'est. c'est bizarre déjà le timing de l'hommage. Pourquoi C'est C'est juste quoi? parce C'est qu'ils en ont voulu le hommage à faire dans un stade Sapanenka? plein. Ouais, d'accord, ok. Honnêtement, je sais pas si tu te souviens du potentiel dernier match de Balotelli, qui était le dernier match de sa deuxième saison. Je compte pas la saison Vira. Les gens, la saison était pas terrible, hein, on n'est pas dans les places européennes, etc. Et le stade était plein parce qu'on savait que ça devait être la dernière fois qu'on voyait Mario. Il n'était pas censé faire la saison de plus. Les gens se sont déplacés, le mec nous l'a rendu, il plante un but de fou. Et il n'y a pas besoin de créer un événement sponsorisé par Robinhood ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est au bout d'un moment, il faut que les choses se fassent de manière organique. Il faut que ça vienne naturellement un peu du cœur. Et là, j'ai l'impression qu'on a voulu forcer le truc. Parce qu'honnêtement, le palmarès de Dante contre le PSG, c'est une Panenka en Coupe de France. Et elle est super, sa Panenka, mais ça raconte pas non plus quelque chose de spécial. C'est pas comme si le mec, il avait planté 5 buts. C'est pas comme si le mec, il avait mis un triplé un jour. C'est pas comme s'il avait mis, je sais pas, un but de la victoire exceptionnel. Donc ouais, je sais pas. Ça me parle pas. Alex, quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Ouais. Sur Dante, je te trouve dur, Matt, parce que là, pour le coup, ne serait-ce que la longévité, elle est historique, et notamment dans un club chez nous, on sait que logiquement, il a un rôle à jouer à l'avenir. Après, sur le timing de l'hommage, si Ah, mais je l'idée suis c'est juste complètement de. pour, hein. Moi, Si le timing de. Si l'idée est de faire stade plein, je suis pas fan, d'autant que tu joues ta vie et C'est de qu'en fait, ça peut l'opportunisme se pour moi, hein. terminer. Ça peut se terminer en autre boudin. Donc, en fait, de toute façon, tu avais une façon qui joue ou qui joue pas. Tu avais une façon de le célébrer lors du dernier match chez toi. Quoi que tu joues, en espérant aussi, malgré tout, ben, continuer ton parcours en coupe et pourquoi pas un jour essayer de gagner un titre, ce qui serait fantastique. La dernière fois que j'ai gagné un titre, j'avais 18 ans, j'en ai 47. Donc, voilà, c'est assez révélateur. Ouais, le timing est particulier. Matt, je te rejoins, mais en fait, ce que tu dis, c'est étayé par une raison toute simple. C'est que tu as des gens, justement, qui ont fonctionné, et là, qui travaillent à l'intérieur du club, qui ont fonctionné à l'identité avec un état d'esprit particulier. Et ces gens-là se sont fait complètement court-circuiter par des gens qui sont venus de l'extérieur, qui t'expliquent la vie, qui t'expliquent comment travailler, qui t'expliquent que tu es nul. Ben forcément, à un moment, ça se ressent. Ça se ressent dans l'événementiel, ça se ressent dans l'identité que tu donnes à ce club, ça se ressent parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, ben, tu as une expérience consommateur, tu as une expérience spectateur et tu as moins d'expérience supporter en fait. Même si tu essayes de le masquer avec cette identité, le Robin Hood, effectivement, il n'a rien à faire sur la bâche d'hier. Eux, ils vont te dire on casse, on fait ce qu'on veut, ouais, très bien, pas de problème. Mais en fait, ils ne devaient même pas apparaître. Mais quand tu as sabordé ton identité et que tu as donné les clés du camion à des mecs
ils avaient le droit de bosser ailleurs. Hein. Tu peux apporter des compétences. T'étais pas obligé d'être né à Riquier ou à Arson ou à Place Pro City pour avoir une légitimité à l'OGC Nice. Mais par contre, tu as aussi le droit de respecter les gens qui ont cette sensibilité à l'intérieur du club et aux sportifs et dans toutes les strates du club où tous ces mecs-là se sont fait ou dégager ou mettre au placard ou comprendre de très haut en leur expliquant qu'ils sont nuls et qu'ils ne comprennent rien. Ben, au final, ça donne des choses comme ça avec des gens qui sont dégoûtés. On est tous dégoûtés. Voilà. Il y a une forme de double enjeu, mais bon, le supporter qui, je pense, est au stade, qui est supporter de l'OGC Nice, les gens qui regardent à la télé, qui supportent l'OGC Nice, voulaient surtout qu'il y ait un résultat et une équipe qui donne tout. Voilà. Il y a un double enjeu voilà, de consommateur et sportif là où en fait ça se perd complètement. Des fois, j'ai l'impression que dans ce qu'on veut mettre en œuvre, on est un club type Rennes. Tu vois, Tu me l'as enlevé de la bouche. On s'est réunisé. Voilà. Stop et fin. après, Sans aucune méchanceté. après honnêtement, je trouve que c'est un projet qui est intéressant, voilà, qui a plein d'aspects positifs. Mais voilà, il y a un décalage entre ce qu'on voit, ce qui est fait, qui est flagrant, et on va terminer là-dessus. Alex, on s'était dit il y a quelques semaines qu'on en reparlerait peut-être plus en détail sur la situation interne du club. On le fera, on attendra le bon moment, je pense, pour le faire, parce que bah, voilà, le sportif avant tout, et il y a une saison à terminer et un maintien à assurer. Donc ce match, messieurs, a été également marqué par un tifo. Alors là, assez incroyable, hein, vous l'avez vu, ces grosses bâches rouges et noires qui sont descendues progressivement pour laisser apparaître un aigle, les contours avec des fumigènes, magnifique, honnêtement. Alors, j'ai pas de classement en tête, mais pour moi, je mets... Enfin, déjà sur la saison, pour moi, c'est top 1, mais sur les dernières saisons, Matt, voilà, ce tifo est incroyable, quoi. Moi, j'avais adoré celui avec Pirates des Caraïbes, mais celui-là, je sais pas, Il y a un truc. ouais, il y a un truc. Il a un petit quelque chose. Franchement, et tout le monde en est fier, je pense, et tant mieux. Mais ouais, comme le dit Rémi dans le chat, même la pote dormir, on s'attendait à ce que vocalement ça suive. On a progressé niveau tifo. Malheureusement, moi, j'ai pas pu aller au stade. J'ai dû regarder le match. J'ai regardé le match à la maison et en replay, et ça m'a fait chier. J'ai trop entendu les Parisiens de la Après, télé. ça reste Alors, quand est-ce que même c'est une question de des niveau? supports. Les Parisiens en déplacement, Je m'en branle. oui, mais Pancho. ça, Non, je te le dis, je m'en branle. ça reste quand même très très lourd. Je m'en branle. Je m'en branle. Ouais, franchement, je te le dis, hein, Pancho. On est chez nous, on fait stade plein. Je veux pas les entendre. Je veux pas les entendre du match. On les a entendus. Alors oui, honnêtement, si après le carton rouge, on les entend, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je les ai entendus en première mi-temps. Et ouais, ça me fait chier. Honnêtement, je te le dis, ça m'a fait chier. Mais après, je peux pas critiquer, hein. J'avais qu'à y être pour donner de la voix et participer, hein. Donc, je jette pas la pierre à ceux qui étaient présents. Mais moi, je te le dis, ça me fait chier. Ce serait jamais arrivé au Ré. C'est tout. Alex, par Mais rapport comme au tifo, le par tifo rapport à serait jamais l'ambiance. arrivé au Ré non plus. La pop au-dessus, décriée parfois, présente toujours. Dans l'attitude, c'est irréprochable. Dans l'animation, c'est incroyable. C'est top 3 France sur les tifos et c'est pas troisième, très clairement. Euh, Ça, on peut pas leur enlever. Euh, non, après, vocalement, c'est compliqué. Les parkages de Paris sont des très beaux parkages, Bah oui. toujours. Toujours. Tu peux pas leur enlever. Ils font des très beaux parkages, clairement. Après, ouais, puis en fait, il y a de la désillusion dans l'ensemble des composantes de ce club et en tribune aussi. Donc, ben, on baisse les bras et puis on fait un peu moins de bruit. Et en face, tu as un vrai parkage qui fait du bruit, qui chante bien. S'ils chantent pas là, ils chantent plus jamais, hein, d'ailleurs. Depuis 2 ans, tout est pour eux. Donc, bravo, mais non, ce que fait la pop, vraiment, et je parle pas que de l'intérieur du stade, parce que malgré tout, si en décembre ils sont pas là et qu'à un moment ça tire pas des oreilles,
Après, on peut discuter du procédé, de ce qui s'est passé ou pas. Quand même, c'est un vecteur habituel pour remettre un peu l'église sur la place du village, la populaire, quoi qu'on en dise. Bon, on a retardé l'échéance au maximum, messieurs. Parlons du match désormais et de la composition dans un premier temps, parce qu'il y a eu quand même une surprise, une grosse surprise au démarrage et qui a eu quand même voilà, un certain impact. C'est la titularisation de Youssouf N'Doye. Première titularisation depuis quasiment un an. Son dernier match, c'était bien au Parc des Princes l'année dernière, lors de cette victoire 3-1. Il s'était blessé quelques jours après, quasiment en même temps qu'Abdelmonem, qui lui s'était blessé lors du match. Youssouf donc aligné dans ce milieu à 3 points de basse. Très franchement, je vais démarrer. Hein, j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris la titularisation de Youssouf, dans le sens où tu étais sûr d'avoir moins le ballon, donc ça allait être un peu plus le combat, la castagne, que tu allais moins relancer derrière comme tu l'avais fait contre Angers avec Boudaoui. Par contre, je ne m'explique toujours pas, au lendemain du match, le fait que Van Hout n'ait pas joué du tout sur ce match-là, qu'il soit 8 ou 6. Moi, je trouve que sur les dernières semaines, il avait rien à se reprocher. Il était même plutôt performant. Et surtout, dans ce genre de match, il aurait été ultra intéressant. Avec le coffre, le fait de récupérer, d'aller au duel. Est-ce que vous avez une explication? Alors, j'ai peut-être raté une info. Il a peut-être été malade, hein, peut-être sanctionné, je sais pas. Mais j'ai rien vu passer pour Van Hout. Et surtout, le fait qu'il soit pas rentré du match. Voilà. Donc, ça a été un pari de la part de Puel d'aligner Youssouf, qui revenait tout juste la semaine dernière à Angers. Et bon, on sentait qu'il n'était pas à 100%, c'est évident. Il y a deux situations offensives où, s'il est à 100%, je pense qu'il arrive à toucher le ballon. Voilà, vous les avez peut-être en tête sur les coups de pied arrêtés. Ah, il Et décolle puis, il pas. y a cette faute grossière, hein, qui valait naturellement carton rouge, qui eh bien, a entériné définitivement l'issue de la rencontre. Euh, Matt, ce choix-là, tactiquement, est-ce que tu le comprends humainement par rapport à Van Hout? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que ça en dit plus long sur peut-être l'influence et l'importance que peut avoir Youssouf dans le vestiaire et auprès de ses coéquipiers que vraiment sur uniquement le niveau sportif ou tactique. Parce que on sait quand même qu'on se souvient de la fin de saison dernière où il commençait à s'imposer comme le véritable leader dans cette équipe, le capitaine. Et je pense qu'on est toujours sur cette dynamique-là et que même avec un nouveau coach qui est Claude Puel, voilà, Youssouf a encore ce rayonnement auprès de ses coéquipiers. De deux choses l'une, moi ça me dérange parce que Van Hout c'est un mec qui a pas triché, jamais. Il a pas toujours fait des bons matchs, hein. La Mais comme tu dynamique dis, c'est un actuelle est mec plutôt positive pour Van Hout en tout cas, j'ai l'impression. il a l'agnac. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un gars sur qui tu pouvais avoir un peu voilà des doutes pour ce genre de rencontre. En plus, c'est un gars qui a joué des rencontres européennes, donc il va pas être intimidé. Ok, c'est le champion d'Europe, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions en face, mais bon, le gars a joué contre des bons joueurs aussi en Coupe d'Europe, donc bref, je pense, j'avoue que je trouve ça dur pour Van Hout. Quant au scénario du match, ben écoute, voilà, la messe est dite, hein. Et concernant la capacité de Youssouf à faire la différence sur les phases offensives, les deux situations auxquelles tu penses, les deux coups francs, il y a une part qui est physique et aussi une part qui est dans la tête, parce que sur les deux actions, on voit qu'il a un moment d'hésitation sur l'appréciation sur l'appréciation du ballon. À chaque fois, il marque un petit temps d'arrêt, et je pense que c'est plus ça qui lui coûte que vraiment sa limite physique. C'est un joueur qui va devoir reprendre du rythme. Et écoute, bah c'est bien, là, il va prendre un ou deux matchs de suspension pour retravailler un peu la caisse avant de revenir, c'est bien. Alex, du coup, le choix Youssouf, le fait de se passer de Van Hout. Thuram06 nous dit tu peux pas jouer contre Paris avec une défense à 5 et deux milieux défensifs, tu joues pas sinon. Tu restais sur un bon Ouais. match quand même à Angers, une équipe qui quand même qui s'appropriait euh, ce, ce, ce,
ce dispositif-là. Et puis, mine de rien, cette équipe, elle a été construite pour jouer de cette manière-là, qu'on le veuille ou non, hein. Donc, il y a des repères aussi qui sont peut-être plus intéressants. Je pense notamment à un Jonathan Klaus dans ce rôle de piston droit, entre autres. Ouais, non, la titularisation hier de Ndai Chigné, après autant d'absence, pourquoi pas, je crois qu'il avait joué 10 minutes à Angers. Tu sens qu'il manque de rythme, ça c'est légitime, hein. Il revient d'une énorme blessure. Visuellement, je peux peut-être me tromper, mais il semblait un peu en surpoids. On a l'impression que sur les deux phases offensives, au-delà du fait que il y croit pas réellement. Et Matt a raison là-dessus. Dans l'attitude, on a l'impression qu'il met longtemps à démarrer. La crainte Et aussi, il y a peut-être, de voir le gardien sortir. Ouais, c'est ça, Tu vois, là, si l'appréhension Safonov du duel, sort, hein. ouais, non. Ça c'est parfaitement humain. Après, de ne pas avoir eu Van Hoop sur ce type-là de match, et notamment, alors je vais pas hésiter à le dire, notamment à 0-2, en fait. Puel, il est là pour qu'on se sauve. Le goal à virage, il peut avoir son importance. Je comprends pas qu'on est fermé, qu'on n'est pas fermé à 0-2. Et tu fermes et t'évites d'encore aggraver ton goal à virage. On avait des joueurs de ballon. J'adore Boudache, hein, je crois qu'on est nombreux à l'adorer. Diop potentiellement, mais le problème avec Diop, c'est qu'il y a toujours potentiellement derrière avec lui. En fait, ce serait bien d'enlever ce potentiellement. C'est un On va vrai en joueur de parler. foot, il a manqué d'impact. Youssouf, il est en retard. Il y a rouge matin, midi et soir. La physionomie du match, ouais, tu prends ce péno. S'il est pour nous, on le réclame à corps et à cri. Ça manque un peu de morale, mais malheureusement, dur Alex, c'est de l'ex, hein. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi du jeu, elle dit que si ça touche son bras, je sais, le ballon sort, je sais. Alors, par contre, on peut revenir sur cette action. Le corner, le tireur de corner du PSG, je ne sais plus qui le tire, Kanguindi. fait un double contact. Donc, déjà, le corner est pas valide. Euh, bon, après, ils sont au-dessus. Ça aurait peut-être changé un peu le match si t'es à la mi-temps à 0-0. Ils ont tellement de monde sur le banc. Ils ont joué sur 3 doigts de pied. Ils sont au-dessus. J'ai pas de regrets sur ce match-là. Je pense pas que ou toi, Pancho ou Matt, vous ayez des regrets. C'est pas un match sur lequel tu imagines avoir des points. C'est pas là que fasse jouer ta saison, En fait, à mon sens. pour moi, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'au-delà des regrets que tu peux avoir sur cette rencontre, il y a une physionomie, pour moi, qui fait hyper mal. C'est-à-dire que ta première mi-temps, elle est quand même intéressante. Ouais, elle est cohérente. À partir de la demi-heure, tu rentres vraiment dans ton match et tu es même dans un temps fort parce qu'il y a des situations avec ses coups de pied arrêtés, le centre de Klose pour Wai. Il y a quand même voilà, où il y a un pressing haut, où on a su voilà, répondre. Et même, je trouve que le match était plutôt agréable avec Diouf qui fait quelques Ouais. arrêts, etc. Et à ce moment-là du match, la situation, le fait qu'il y ait ce penalty-là qui, aux yeux des lois du jeu, est incontestable, je le dis bien, enfin pas de la loi du jeu, mais de la règle, finalement, de la règle, est incontestable, reste que la règle en elle-même ne va pas dans le sens du jeu. C'est-à-dire que Ah ouais, euh, je suis prêchant convaincu. voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on demande à Sanson? De défendre les mains dans le dos comme les défenseurs font naturellement? Mais c'est pas possible de demander ça à des joueurs. C'est pas possible. Après, pour être juste, Pancho, si elle est pour nous, on la réclame. Ben, je sais pas. Je ne pense pas. Parce que, alors bien sûr, dans notre situation, on serait sans doute On prend. à crier, etc. Mais factuellement, cette situation-là, la frappe n'est pas contrée. La frappe n'est pas cadrée, pardon. Sanson, je veux dire, c'est à bout portant. Il n'a pas le Ah temps non, de retirer la main. Alors oui, ça étend sa surface. Oui, là-dessus, il y a pas de doute. Mais franchement, c'est dur, quoi. Et alors, la réponse de Puel par rapport au tireur, je pense que c'est un peu de la provocation. C'est-à-dire que si on remonte à ce moment de l'action qui est le démarrage, finalement, il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de main, et on n'en parle plus. Mais bon, moi j'ai regardé le match à la télé. Ligue 1 Plus nous a pas montré non plus des ralentis ultra précis qui nous montrent que Lee Kang-in a touché 2 fois le deux ballon. fois, ouais. C'est pas extrêmement clair. Ce qui me gêne, c'est que tu rentres à 1-0 à la mi-temps. Ah, c'est plus la même. T'as fait une très bonne première mi-temps et c'est pas pareil. Mentalement, c'est pas pareil. Tu rentres à 0-0, peut-être que tu perds le match, mais tu le perds pas 4-0 avec un carton rouge.
Voilà. Et c'est l'impact sur la physionomie, l'impact sur le moral global des joueurs, qui plus est dans une situation voilà, de difficulté liée au maintien, que je reproche. Voilà. Cette décision-là, pour moi, elle est contre le jeu, elle ne va pas dans le sens du jeu. Et globalement, l'arbitrage de Monsieur Delageau, je l'ai trouvé absolument détestable. Des deux côtés, hein, Ah, détestable. horrible. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il y avait un contact, peu importe la gravité, hein, ça sifflait. Vraiment, alors que tu avais de la qualité quand même sur la pelouse, il y avait quand même des séquences plutôt intéressantes. Putain, c'était vraiment... dès la 25e minute de jeu, je me suis fait cette réflexion-là. Je me dis, oh là, ça va être long, ça va être... et ça va être voilà, embêtant. Matt, t'en ressenti un peu sur bon, ce fait de jeu, cette répercussion, etc., qui n'aurait, en tout cas, pas changé l'issue de la rencontre, on est bien d'accord, mais qui a eu quand même son importance. Je pense qu'on l'aurait pas réclamé parce que on On sait l'aurait très pas eu. bien que tir pas cadré, ouais, on l'aurait pas eu. Donc en vrai, on aurait été. Oui, mais tu vois, les Parisiens, eux, à Ah, il 3-4, à réclame. courir vers l'arbitre. Ah ouais. Parce qu'ils savent que ça fonctionne comme ça. Nous, on aurait été là. Ah, bah, le ballon est sorti en touche. Ouais, mais On c'est le va jouer Paris la touche. C'est bon au Saint-Germain, bout d'un moment. Pancho. C'est le Paris Saint-Germain, ils viennent de perdre la tête de la Ligue 1 et surtout on était sur un temps fort. Moi, ça qui me fait chier, c'est qu'on était sur un temps fort, on leur mettait le feu, on leur reprenait le ballon dans leurs 15 mètres. Et honnêtement, ça arrive après les 15 premières minutes de jeu où on voit pas le jour et ils nous confisquent le ballon, ils nous font tourner en rond et ils font une action et on met la main, tu donnes péno. Ok, vas-y, c'est quoi? C'est dur, mais entre guillemets, des mecs qui mettent le bus, au bout d'un moment, tu punis. Là, vas-y, on se prend un contre parce qu'on est en train de les prendre à la gorge dans leur moitié de terrain. Je trouve ça très dur et changez moi cette règle. Honnêtement, j'en peux plus de cette règle. Remettez des coups francs en direct pour ce genre de situation si ça vous chante. Mais arrêtez de casser les couilles avec penalty pour un oui, pour un non. Un penalty, c'est quand même, reprendre Optamat, 75% de but, c'est 0,75 XG, un péno. Est-ce que vraiment on a l'impression que Sanson a annihilé 0,75% d'un but? Pas du tout. Ça n'a aucun sens vraiment de sanctionner ce genre de situation d'un penalty. Et oui, effectivement, ça nous nique le match en partie. Ça nous nique le match parce que aussi on a une équipe qui baisse les bras, on le sait. Mais on a eu des équipes du gym qui se seraient révoltées et qui auraient fait mal aux Parisiens, qui leur seraient rentrés dedans, pas comme a fait Youssouf, de manière un peu plus intelligente, dans l'engagement, dans le jeu, à les mettre Et t'es mené à que les mettre des 1-0. impacts. T'es 1-0, les gars, tu leur as mis le feu avant la mi-temps. Tu sais que du coup, cette technique-là, cette espèce de compo bizarre avec Boudaoui et Sanson en harceleur, bah en fait, ça peut marcher parce que ta barre est close très haut sur le terrain et que du coup, rapidement, si Diop ou Wai participe, tu te retrouves à 3, 4 pour un pressing. Donc, écoute, t'avais tes armes, mais on le voit bien avec l'interview de Puel. Cette interview, tu l'as fait à la fin du match, tu l'as fait pas à la mi-temps. On chouine à la mi-temps comme si on avait Ouais, déjà mais perdu le alors, match. Moi, là, pour le coup, on l'interviewe à chaque mi-temps. Je pense que là, il y a des accords aussi par rapport avec les clubs. Là, Voilà. c'est une Et obligation. on le prend un peu au dépourvu. Je pense qu'il n'a et pas tu vraiment le peux, choix. Franchement, c'est humain. C'est humain hein, de réagir de cette manière-là à la mi-temps pour moi. Parce que tu veux reprocher quoi aux joueurs sur la première mi-temps? Pour moi, rien. Rien. Pour moi, ils font la mi-temps, non, mais rien, on je fait veux notre dire, match. quasi parfaite Mais à une seule, à un seul point précis, Sofiane Diop, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ah, fatigue. sur la première, Sur la première, ouais. on verra ça. Ouais, Et ouais. écoute, Non, mais... non, je sais pas, tu peux féliciter tes joueurs, tu peux dire que on reparlera après le match de pourquoi on revient pas avec quelque chose de plus ressemblant à la physionomie de la mi-temps, mais sans aller chouiner. Moi, franchement, qu'on chouine comme ça, Après, le problème aussi, Matt, c'est mets la que pression, mais chouine pas. maintenant, Mets la ils ont pression accès sans aux chouiner. images directement. Moi, je suis contre le fait que le staff, ils aient un accès direct aux images, tu sais, pour décortiquer les actions, etc. Parce que ça crée encore plus de nervosité, d'incompréhension par rapport aux décisions. Tu vois, sur les bancs, les staffs, ils ont les images. Forcément, Puel, il regarde, une minute après, il voit qu'il y a une incohérence. Donc, il y a ça aussi, cette possibilité d'avoir un accès aux images sur les bancs. Moi, je suis pas spécialement pour. Bon, Écoute, c'est un détail, mais
Et honnêtement, je pense que c'est le dernier des problèmes de cette situation. Il y a avant tout l'interprétation de la règle. Deuxièmement, comment nous, on se positionne par rapport à cette injustice arbitrale. Et enfin, ouais, effectivement, le fait d'avoir accès à l'image, si tu veux. Mais ouais, non, globalement, et si on doit parler des joueurs, moi je trouvais que les joueurs étaient plutôt bien dans le match. Je vais ouvrir le bal sur Sofiane Diop, puisque vous allez le défoncer. Moi, je l'ai trouvé pertinent. Je trouvais Wai un peu en délicatesse à la transition. Là où Diop, on a réussi à avoir pas mal d'actions où il clarifiait clairement le plan de jeu. Je m'explique. On l'a vu faire des phases de jeu très lisibles. Tu reçois le ballon de la gauche, contrôle orienté, tu tournes le jeu à droite pour un Sanson ou pour un Klos, qui ont multiplié les courses en profondeur parce que, bah, en fait, quand il se retourne comme ça dos au jeu, Diop, c'est très facile, il est sur son pied droit, il a qu'à envoyer dans la profondeur. On a vu quelques combinaisons aussi avec Boudaoui qui ont bien marché. Je trouve que dans les petits espaces, on arrivait à, on avait la qualité technique avec donc Boudaoui, Diop, Sanson pour gicler un peu rapidement en contre-attaque. Et je pense que c'était ça le plan de base. C'est d'essayer de gicler avec Barr et Klose qui essayent de monter sur les côtés, enfin jouer un 3-5-2 comme il est censé se jouer en fait, même si c'était plus un 4-5-1-1 la plupart du temps qu'un 4-5-2, parce qu'on avait clairement Wai tout seul devant, chargé de couvrir tout le front de l'attaque, et plus un Diop, je pense, dédié à l'organisation. Euh, Avant de parler plus individuellement des performances, Alex, globalement sur la rencontre, et c'est ce que Puel a dit, tu t'appuies sur cette première mi-temps quand même qui est plutôt positive, où tu arrives à tenir tête au Paris Saint-Germain. Il y a ce fait de jeu, tu pourras nous en reparler si tu as des choses à rajouter. Mais je veux dire, tu arrives quand même à tenir tête à une très bonne équipe, on le sait. Euh, Maintenant, Alors, de là à dire qu'on a des regrets, je suis pas sûr de non, pouvoir dire qu'on en a, mais. pour être franc avec toi, j'ai pas l'ombre d'un regret sur ce match-là. Je trouve que ça aurait pu tourner un peu moins mal. Je n'irai pas jusqu'à dire mieux. Pour moi, tu as trois tournants. Tu as évidemment ce penalty, mais qui est sifflable. Et il nous énerve, mais bon, les lois du jeu font qu'il est sifflable, même si la morale nous fait dire autre chose. Ça, c'est la première des choses. Tu prends ce but d'entrée de jeu en seconde mi-temps. Là, c'est arrêt buffet, fin de match. Tu sais que tu ne reviendras plus à 1-0 et à 11 contre 11. Bon, tu te dis sur un coup de pied arrêté, quelque chose, éventuellement, tu peux le faire. Là, tu sais que c'est fini. À 2-0, tu remballes. Carton rouge de Youssouf, tu te retrouves à 10. Tu sais que tu vas faire que courir. Là, c'est là que je comprends pas, Puel, de ne pas fermer boutique et de dire, OK, bon, de toute façon, on va le perdre. On va essayer de ne pas se faire massacrer le goal à virage. Après, dans les attitudes, et notamment celle de Diop, puisqu'on était sur lui, il est insupportable. En fait, ce mec-là est blessé la moitié du temps. Les stats, elles sont insignifiantes. Il a eu une très bonne phase, je crois, en 2 ans et demi, qui était là entre septembre et octobre, où il a fait pas mal de passes D et il a marqué pas mal. Mais vraiment, moi, il m'insupporte et dans ses attitudes, j'ai pas arrêté de le regarder hier. Au-delà parce que c'est un bon joueur de foot en plus, c'est ça qui est frustrant. C'est typiquement le genre de mec qui va aller dans un autre club et qui va être excellent parce que il sera plus impliqué. Là, il a une espèce de suffisance dans ses déplacements, dans ses attitudes, dans les façons qu'il a de parler à ses partenaires. C'est horripilant. Euh, j'ai trouvé Sanson Klose très bon. Klose a multiplié les très bons centres dans la surface, mais comme disait Matt, eh ben, c'est compliqué pour Wai. Il était un petit peu seul face à Zabarni, Pacho, Hernandez qui mesurent tous 4,17 m. Donc forcément, c'est compliqué. Malgré tout, je trouve le match de Wai cohérent. Boudaoui que je déteste pour des raisons qui ne sont pas liées aux sportifs. Mais encore une fois dans l'attitude, parce que lui aussi c'est censé être un cadre, et dans l'attitude c'est catastrophique. Euh, j'ai trouvé Boudaoui pas mal dans le jeu, mais bon, comme d'habitude, lui il est inconstant. Un match oui, un match non, le prince de Béchar. Euh, voilà, je trouve pas qu'on fasse un mauvais match fondamentalement. T'as trois tournants, le péno qui est sifflable, à la 46e il marque, ça te tord le match, expulsion de Youssouf, rideau, merci, au revoir messieurs. Voilà, analyse simple qui vaut ce qu'elle vaut. Bah, concernant Diop,
j'ai trouvé que par rapport à la première mi-temps et au nombre de situations. Alex nous a quittés. C'est pas grave, il va revenir. Au nombre de situations qu'on a eues, Matt, moi j'ai trouvé que c'était trop irrégulier dans l'utilisation du ballon. C'est-à-dire que il y avait des décalages justement faits dans le fait de jouer avec ses partenaires, de trouver des relais. Hein. J'ai voilà, pas mal de combinaisons avec Klose notamment, mais il y a eu des moments trop déchets, trop déchets. À un moment, je crois que c'est lui qui fait une frappe à 20-25 mètres, trop molle. C'était sur courant alternatif et honnêtement, dans ce genre de rencontre, il faut être ultra efficient, tu vois, ultra efficient dans... Tu parles de notre seule frappe cadrée du match, Pancho? Eh bien, oui, Non, je sans te dis, tu doute. parles de notre seule frappe cadrée du match. Ah oui, d'accord, Parce que, je en savais fait, pas que je personne savais n'a pas que porté c'était la ses seule. couilles aussi dans cette équipe. Il y a personne à porter ses couilles dans cette équipe. T'as vu des gens tenter des trucs? Ils sont tous paralysés, ils savent pas quoi faire. Le seul moment où on savait quoi faire, c'est quand justement t'as voilà, un peu le milieu de terrain qui soit fait des récupérations hautes et essaye vite de se jeter dans la surface. C'est ce qu'on a vu sur la fin de premier temps. Ou alors c'est espèce de phase de contre où on envoie Klose un peu à la mort en profondeur. Mais cette équipe, elle sait pas quoi faire. Elle ne sait carrément pas quoi faire. Et honnêtement, j'ai même pas envie de parler de la deuxième mi-temps parce que on pouvait pas jouer en deuxième mi-temps. Aussi simplement que ça, on pouvait pas jouer. On était rapidement réduit à un de moins. Ils nous ont laissé le ballon 2 minutes et on a pris un rouge dans la foulée. Honnêtement, moi, j'ai rien à dire sur la fin du match. On s'est fait péter la gueule. Et je suis content qu'on ait eu 15 bonnes minutes en fin de première mi-temps, tu vois. Honnêtement, avant le péno, je suis content qu'on ait eu 15 bonnes minutes contre le PSG. Maintenant, est-ce que tu veux partir sur ça? Est-ce que du coup, ça confirme la confiance que tu as donnée là, dans ces titulaires? Parce il a aligné les titulaires en fait, hein, Puel. Tu regardes là, il a aligné à peu près que des cadres à chaque poste. Est-ce qu'on part sur ça ou est-ce qu'on fait jouer les jeunes? Parce qu'on est dans une mission sauvetage, il va falloir gratter des points maintenant. Mais ça fait des semaines et des mois qu'on est en mission sauvetage. Ouais, mais du coup, est-ce que ces mecs vont te sauver? C'est ça ma question. Est-ce que toi, tu te vois te sauver avec Diop, Boudaoui, Sanson, Bah, Youssouf t'as pas le choix. T'as pas le choix de te sauver avec ces mecs-là. Est-ce que tu vas mettre des Mansunga, des Boudaches, même si je trouve quand même ils jouent plutôt pas mal, des Brignon, des jeunes comme ça. Enfin, c'est rien contre eux, mais bon, je vais Bah, donner c'est quoi, tu me lances sur... des stats à Optamat, hein, le temps que Alex revienne. Alors, vous voyez, bon, voilà, comment dire, l'affichage n'est pas ce qu'il est, mais bon, c'est pas grave. Euh, Et vu que tu me lances L'OGC, sur vu que tu me lances sur Mansunga, juste pendant que tu es sur tes oui, stats, signature du moi je trouve contrat la pro. défense, on peut en parler. Ouais, déjà, signature du contrat pro, c'est très bien pour lui. Et surtout, moi j'ai trouvé par contre la défense avait fait son taf. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais sur la première mi-temps, Oui, on peut parler d'un mec que moi je vais le défoncer cette année. Et honnêtement, bah là je vais féliciter quand c'est félicitable. Il sauve deux buts aujourd'hui, hier, Djoumaba. oui, Celui oui. juste avant le péno, et il y en a une autre où il me semble que j'ai pas bien revu le ralenti, mais il me semble que Diouf est battu et c'est lui qui la sort avec son talon en taclant derrière le gardien. Je crois que c'est une frappe de Gvara ou un truc comme ça. Oui, oui, Mais complètement. il fait son match, hein, le Djoumaba. Donc, tu vois, je sais même pas si c'est dans la défense. Moi, c'est plus devant, faire rentrer, ouais, peut-être plutôt des Kyle Boudache et faire rentrer de la folie un peu et miser un peu sur le chaos. Tu mets le chaos dans le bloc adverse et tu te dis que là-dedans, Wai récupère un ballon exploitable pour planter. Bah, oui, oui, oui. Mais tu vois, il y a une amélioration défensive. Mais merci pour la passe décisive parce que l'OGC Nice, attention, accrochez-vous bien. Au soir de la 27e journée, il reste 7 matchs, a encaissé 52 buts. Soit 10 de plus que Nantes, à qui il reste 2 matchs à jouer, 20 de plus que Le Havre, 16 de plus que Auxerre. Et alors, je ne suis pas allé vérifier la stat, mais elle a été donnée par eh bien, un supporter sur Twitter. 75 buts, toutes compétitions confondues. 75 buts encaissés. Je ne sais pas si on se rend compte. J'ai pas les stats et l'historique, mais c'est quelque chose qui est grave. La seule équipe qui a le plus encaissé, c'est le FC Metz. Voilà.
en Ligue 1 du moins. Donc si on n'est pas dans la charrette d'ici la fin de saison, on pourra s'estimer extrêmement heureux parce que peu importe le contenu, peu importe les joueurs que tu as, peu importe le salaire, peu importe l'idée de jeu, si tu n'arrêtes pas d'encaisser autant de buts, tu ne gagneras pas plus de matchs. C'est juste mathématique, hein. Les matchs, voilà, tu ne vas pas les gagner 4-3, tu ne vas pas les gagner 5-4. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit possible. Mon cher Matt, on va passer au top flop. On a un peu parlé de Sofiane, Diop, etc. Tu as parlé de Djoumaba en top. Est-ce que tu en avais voilà, d'autres en top flop à nous avancer? On met une petite pour Joe Close quand même. Il en parlait un peu avant de disparaître, Alex. Mais c'est vrai que Joe Close fait son match encore, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais lui, pour le coup, en fait, c'est parce qu'il était en délicatesse il y a quelques semaines, quelques mois. Hum, On était, je veux dire, sceptique sur sa prolongation, sur son investissement dans le projet. Et j'ai l'impression que c'est pas des on-dit, c'est vraiment, il mouille le maillot. Alors, ça aurait été bien qu'il fasse ça dès le début de la saison. Honnêtement, j'aurais passé une bien meilleure saison, je pense, avec un Joe Close comme ça à partir de fin août. Mais écoute, il fait le taf. Le dispositif, je pense, lui convient mieux aussi, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est un joueur qui beaucoup plus attiré par l'offensive que par les tâches défensives, mais encore, je le trouve pas si dégueulasse que ça, hein. Avant son arrivée, on nous l'avait décrit comme étant vraiment en grande délicatesse dans ce secteur-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, et quelque part, c'est l'un des rares joueurs dans cet effectif à avoir un niveau lorsqu'il est bas, ça reste moyen. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Alors que, bon, il y a eu ce match au Celta Vigo, bien sûr, en Europa League, où il passe complètement au travers, etc. Voilà. Ouais, mais ça, c'est la mauvaise période de Klose. Voilà, mais Honnêtement, je c'est sais la pas ce qui se période passe à ce moment aussi dans sa où tête, hein. tu sais que, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, ce vrai faux départ du côté de Leverkusen, bon, on va pas en reparler, mais, euh, mais bon, ça a pu jouer forcément sur ses performances. Mais je suis d'accord pour dire que il s'est remis la tête à l'endroit et de toute manière, on aura beaucoup plus de chances de se maintenir avec un joueur de la qualité de Klose, engagé dans le collectif, engagé dans le projet. Et bon, c'est quand même un joueur qui cette semaine te dit que suivant le projet est bien avancé pour l'année prochaine. Alors, on sera sur un autre sujet là, mais il se verrait bien rester. Donc bon, après, c'est peut-être que des paroles en l'air, mais même si c'est inatteignable, ça semble inatteignable pour lui, il y a aussi cette Coupe du Monde où tu as quand même des blessés, etc. Même s'il n'a pas été appelé sur la dernière liste, tu te dis que bon, par un concours de circonstances, il peut être dans les réservistes, ou je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, les réservistes. Mais bon, il peut aller peut-être gratter quelque chose, même si, à titre personnel, j'ai du mal à y croire. Non, et puis je suis d'accord avec toi, secteur défensif, Djoumaba, franchement, a fait son match. Antoine Mendy aussi, même si bon, ça fait toujours un peu flipper lorsqu'il a le ballon entre les pieds. Dante a été encore, je trouve, dans délicatesse, hein. C'est, Là, il se fait bouffer parce qu'il peut pas courir. c'est Sur dur, les quoi. duels, même dans l'utilisation du ballon, ça n'a pas toujours été irréprochable. Et s'il commence à commettre des erreurs dans l'utilisation du ballon, ça va plus rien ne justifiera sa présence sur le terrain. Bon, de toute façon, on va pas faire le procès. Euh, Un autre joueur, bon, les entrants, pas grand chose à signaler. Kevin qui rentre, Kevin Carlos qui rentre, bon, voilà. Ah, moi, Boudache je vais qui. juste dire un truc Ouais, sur Kevin Carlos, parce que pour moi, ça a été symptomatique de l'arbitrage de Willy Delageau. Il y a une oui, action où j'ai. il boule Zabarni dans la surface. Ah ouais, mais c'est un frigo, il marche tout droit, l'autre essaye de marcher dans son tout droit. Forcément, il se fait bouger. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait faute plus que ça. Si le mec peut même pas utiliser ses atouts pour jouer au football, honnêtement, Non, mais surtout que Zabarni, c'est pas non plus une crevette à côté, quoi. ouais, mais bon, par contre, il n'y avait pas photo, hein. Putain, il a déménagé. Non, mais tu vois, je veux dire, que les arbitres de Ligue 1 nous le disent, il pourra rendre de très bons services au Nice Rugby. Je suis sûr qu'ils le prennent, hein, les gars. Deuxième ligne, il fera le taf. Putain, c'est terrible.
C'est terrible. Bon, bah écoutez, je ne suis pas sûr qu'Alex, voilà, il a rage quit. Il nous a fait Youssouf, quoi. Voilà, présenté comme étant le Boudache en début d'émission, parti comme un voleur, comme Youssouf hier soir, hein. Voilà, Youssouf en a eu marre, il a mis une, il a mis une semelle et puis il est rentré à la douche. Matt, quelque chose à rajouter en plus par rapport à ce match. Alors oui, Mansunga, Everton, la signature des contrats pro pour les jeunes joueurs. C'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction, mais c'est quand même intéressant. Ça avait été eh bien, teasé il y a quelques semaines maintenant. Je crois que c'était par Nice Matin que ça allait intervenir. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et puis de toute façon, ça amorce, semblerait-il, eh bien, un nouveau projet, un énième projet qui, je pense, peu importe qu'il soit en première division ou en deuxième division, sera tourné vers la jeunesse. Le calendrier, l'OGC Nice eh bien, se déplace à Strasbourg, première étape en Ligue 1, le week-end prochain. C'est le 4 avril. Ce sera donc 2, 3, dimanche. 4 avril. Samedi. À 17h. Bon, non, c'est même pas le week-end prochain, c'est dans 15 jours, pardon. Trêve internationale oblige. Bon, déplacement à Strasbourg, réception du Havre, déplacement à Lille. Puis la Coupe de France, Marseille, Lens, Auxerre, Metz. Matt, est-ce que tu y crois ce maintien au soir de la 27e journée? Le gym est 15e avec un goal average de -20. Avec 27 points, Auxerre juste derrière est à 22 points. L'écart se resserre dangereusement. Et ben, je vais te dire, Pancho, le seul truc qui me permet d'y croire encore, c'est qu'il nous reste un match contre Le Havre, un match contre Auxerre et un match contre Metz. Donc 3 concurrents directs pour le maintien. Et écoute, on a donc, entre guillemets, notre destin entre nos mains pour se sauver cette saison. Et alors, est-ce qu'on va se sauver directement? Moi, j'ai plutôt te mettre on the spot, Pancho. Est-ce que tu prends une place de barragiste? Est-ce que tu la prends, cette place de barragiste? Ou est-ce que tu n'as aucune confiance dans le mental de cette équipe? Ben, si c'est barragiste au lieu de... ah ouais, bah... 10 points avec Nantes quand même. Enfin, je veux dire... Non, Nantes, ça descend. Nantes est 17ème. Donc, on va dire que on est à 10 points Le de Nantes. barragiste, c'est le Alors, 16e, ils ont Pancho. 2 matchs de moins. Ils ont 2 matchs de moins. Mais quand même. Le barragiste, c'est le 16e, Ouais, c'est le Pancho. 16ème. Mais juste, je me dis... bah, à 5 points, honnêtement, si tu finis barragiste, bah, c'est Et un tu prends ou échec. pas? C'est un échec. Bah, Est-ce que tu prends c'est soit, barragiste? quoi, soit ça, soit quoi. Bon, on peut rester 15e. C'est pas, tu Ah, mais vois. moi, mais bien sûr. Quand même, Mais je malentendu. signe direct 15ème, dès demain. Mais c'est Oui, quoi mais cette 15e, question? évidemment, tout le monde signe, c'est le maintien. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de si on doit aller au barrage? Parce que là, on est en train quand même de regarder plus derrière que devant. Je suis désolé, moi, je suis pragmatique, hein. Bah, je sais pas. Mais j'ai vu le match de Auxerre contre Brest. Ils sont à 10 pendant 85 minutes de jeu. Ils leur mettent Et il 3-0. les Alors, défonce. Aïe. Brest n'a plus rien à jouer, hein. C'est un peu comme bon, Angers, attention quand même. Mais c'est bon. Ils sont calibrés, ils sont préparés à vivre ce genre de situation. Voilà. Nous, on ne l'est pas. Et on le voit semaine après semaine qu'on n'a pas le mental pour ça. La grosse différence, elle est là. Et c'est ça qui m'inquiète. Matt, Écoute, moi, en tout cas, je te donne rendez-vous pour les barrages contre Montpellier, du coup. On va te régaler, mon Pancho. Est-ce que tu y vas si on est en barrage contre Montpellier? je Chat sais noir que pas. tu es. Je sais pas. Je ferai le coup sur coup, barrage et finale de Coupe de France, je pense. Ok, allez, avec Bon, plaisir, merci mon à toi, pote. Matt. On embrasse également Bisous. Alex, qui a eu sans doute des petits problèmes techniques. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Twitch, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. On n'oublie pas l'abonnement, la petite note, etc. pour pousser l'émission le plus haut possible. À défaut d'avoir un club qui tient la route, on essaye d'assurer, nous, au cœur d'une saison quand même assez morose. Matt, à bientôt. Nous, on se dit également à très vite. Payeta et Sanissa. Ciao, ciao. Bonne